on vient d'un background africain et puis voilà, ma maman vendait des trucs au marché quand je grandissais. Donc le business pour moi était logique. Déjà, tu achètes en Chine, tu revends aux États-Unis ou en Europe à un prix plus élevé. Voilà, c'était assez facile à comprendre. Puis ok, bon, ça allait logique, je vais le faire. Pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment sur quoi se lancer, il est indécis, il se cherche par exemple, il vient te voir et te dit: «Moi je vais être freelancer. Je commence où? Je commence à faire quoi? Quels sont les papiers qu'il faut avoir? Voilà, je commence par où en tant que si je veux devenir freelancer comme toi?» Alors, cher ami, bonsoir à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de freelancing. Donc, si ce sujet vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Et je suis avec Jolie. Bonsoir Jolie, comment tu vas? Bonsoir, juste, je vais très bien. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Jolie Dematio. Je suis originaire du Cameroun et je réside en Allemagne et je suis dans le domaine du business en ligne, marketing digital plus précisément depuis les 3 dernières années à temps plein. Et j'ai créé une communauté business et entrepreneuriat à travers laquelle je partage un peu ce que j'ai appris, comment je me suis lancée, ce qui a fait que je réussisse en fait dans le but de vraiment transmettre un tout petit peu ce qui m'a permis de réussir dans le domaine du digital en tant qu'entrepreneur à temps plein. Euh, et mon histoire, voilà, j'ai commencé à la base, j'avais un travail à temps plein, comme beaucoup de personnes après les études. Et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Et pendant que je bossais, quand j'ai commencé à bosser, il faut dire que pour moi, c'est le rêve vraiment d'aller à l'école, avoir les diplômes et puis avoir un boulot dans une belle boîte et tout ça. Et quand j'ai commencé à bosser, j'avais un gros choc parce que je me suis rendu compte en fait que ce que je vivais concrètement était différent de ce que j'avais imaginé. Les horaires assez intenses, les politiques en entreprise, la routine, la métro boulot dodo qui, voilà, à un moment donné, commençait vraiment à peser. Et j'avais l'impression que le travail en lui était assez répétitif, n'était pas forcément galvanisant. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de générer des revenus parallèles à ce que je faisais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai essayé différentes choses en ligne. Et finalement, devenir freelance a vraiment été ce qui a cliqué pour moi, qui a fait que voilà, je deviens indépendant financièrement et puis ça a remplacé mon revenu salarial derrière. Donc, Hmm. c'est un Ah, peu c'est la petite super. histoire derrière comment je me suis lancée comme entrepreneur. Ouais. Et du coup, tu as fait combien d'années en entreprise? J'ai fait 2 ans et demi en entreprise. J'ai travaillé avec différentes boîtes. Au départ, tu te dis, bon, écoute, c'est parce que j'ai pas la bonne boîte où le salaire n'est pas assez élevé que j'ai le sentiment que je suis pas épanouie ici. Donc, tu changes de boîte et tu renégocies le salaire, tout ça. Tu as une position plus importante, tu retravailles sur tes compétences et tout ça. Mais après, tu te rends tout simplement compte que le mal est plus profond. C'est vraiment juste le cadre. En fait, pour moi, c'était ce qui s'est passé. Je me suis vraiment rendu compte que être en entreprise, c'était pas forcément ce qui allait me permettre tu vois, d'avoir la liberté temporelle et financière à laquelle j'aspirais en fait. Hmm. Wow, Mmh. ça c'est intéressant ça. Alors, et ça t'a pris combien de temps avant de définitivement basculer du salariat à l'entrepreneuriat? La Ça m'a transition. Ouais, la transition était assez longue pour moi parce que quand je me suis lancée, j'ai commencé à bosser en 2017 et quand j'ai commencé en 2017, je me suis dit: «OK, je vais, 2018, j'ai commencé à faire des trucs en ligne, à prendre des formations, à tester différents business models et tout ça. Et finalement, c'est en début 2020 que je bascule complètement. Donc, ça m'a pris, mais donc je veux dire, après de 2019, littéralement, de 2018 en 2019, il y a pas mal de choses que j'ai testées. 2019, différents business models que je testais, j'apprenais des compétences comme ça et je prenais des formations ici et là. Et fin 2019, c'est vraiment où je découvre le freelance. Et puis, début 2020, je me dis que j'ai pratiquement remplacé mon revenu. Là, je peux me licencier et commencer à le faire à temps plein. Hmm. Ah, ok, donc tu as attendu que ton revenu soit vraiment plus important que le revenu de ton salaire. Que ton salaire, on Alors, va dire. la vérité, c'est que non, au moment où je me licencie, je n'ai pas remplacé mon revenu salarial. Je suis pratiquement à un tiers de ce que je gagne en entreprise. Je le gagne à travers le freelance. Mais il faut savoir que quand à ce moment, j'avais un poste de décisionnel dans l'entreprise dans lequel Mhm. j'étais junior manager. Donc, je travaillais littéralement de 8 heures à 20 heures des fois. Il y avait des fois, je dormais au boulot parce qu'il y avait tellement des saisons très intenses et tout ça. Et donc, je ne travaillais sur mon business en fait que le week-end, quelques heures par le week-end et tout. Et donc, je me suis dit, si je travaille juste 2, 4 heures par semaine sur ce business, à temps partiel et que j'ai quand même le tiers de ce que j'ai au boulot, si je vais Mhm. all in et que je passe vraiment 80 heures, 70 heures à travailler uniquement sur mon business, je sais que je peux remplacer mon revenu. Et donc, c'est vraiment d'où la confiance est partie de me dire que je vais le faire. Au pire des cas, je reviens dans le bon salariat. Si tout marche, si ça ne marche pas. Et ça a marché pour moi derrière. Donc, Et du coup, quel a été ton premier business? oh, le tout premier en ligne était Amazon FBA. Ah,
Il y a beaucoup de gens qui font Amazon. Mais pourquoi Amazon? Amazon, parce qu'au départ, honnêtement, quand tu es désespéré, que tu es en mode, je dois sortir de ce cercle vicieux où je dois avoir des revenus complémentaires que je génère, tu vas Mhm. sur Google et tu demandes comment gagner de l'argent en ligne, ou tu vas sur YouTube, je pense que c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et je pense qu'Amazon était l'un des premiers business qui est apparu. Et tu vois on vient d'un background africain, et puis voilà, ma maman vendait des trucs au marché quand je grandissais. Donc le business, pour moi, était logique. Déjà, tu achètes en Chine, tu Mhm. revends aux États-Unis ou en Europe à un prix plus élevé. Voilà, c'était assez facile à comprendre. Puis, ok, bon, ça allait logique, je vais le faire, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai Mhm. commencé à Amazon, ouais. Est-ce que tu te rappelles de combien tu avais dépensé pour te lancer sur Amazon? Ouah, on n'oublie jamais le premier échec. Euh, Mhm. ouais, pratiquement un peu plus de 8 000 € j'ai dépensé à ce moment-là pour me lancer. Hmm. Parce que Amazon, je veux dire, tout business en fait de vente de produits physiques implique des coûts importants en amont parce que tu dois créer le produit avec le fournisseur, et tu dois payer pour un certain nombre de populations. À ce moment-là, on avait pratiquement 1500 unités de deux différents produits qu'on voulait lancer. Il faut faire tout ce qui est la communication en ligne, le marketing, créer la page Facebook et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'investissements qu'on a eu à faire en amont pour que le business soit viable. Et ça, on a dépensé près de 8 000 €. Et pourquoi tu dis on? Est-ce que tu as lancé le business avec quelqu'un? Oui, avec ma sœur à ce moment-là, parce qu'elle aussi, elle travaillait, on avait le même désir de faire un truc à côté, d'avoir un business sur le côté, donc on l'a fait ensemble. Ok. Et est-ce que tu peux un peu décrire, ça c'est parce que j'ai envie de savoir, tu as dépensé 8 000 € dans quoi? La marchandise? Est-ce que la formation aussi? Est-ce- Alors non, il faut dire qu'à ce moment-là, c'est justement c'était mon premier investissement, Mhm. mon premier business en fait en ligne. Et donc je me suis dit, écoute, de toute façon, c'est assez basique. J'achète en Chine, je vends chez Amazon. Il y a 1 million de vidéos sur YouTube qui me montrent comment y arriver. J'ai pas besoin d'un cours, d'une formation. On va y arriver. Ma sœur, c'est ce qu'on s'est dit à ce moment-là. Donc, on a commencé à aller à l'université de YouTube, à regarder une Hmm. tonne de vidéos sur différentes stratégies et tout ça. Et ça nous a aidé. On a pu faire des différentes. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait en fait. Et donc, les 8 000 € incluent uniquement la marchandise. On avait dépensé à ce moment près de 5 000 € sur la marchandise et près de 2 000 € sur le marketing. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, on avait dépensé dans la publicité sur Facebook pour créer la page Facebook, grandir l'audience sur Facebook et commencer déjà à créer notre liste email de personnes qui seraient prêtes à acheter le produit une fois que le produit sera présent. On a Mhm. également dépensé beaucoup sur donc, on parle de business, on a fait ce qu'on appelle, on a fait, parce que sur Amazon, tu peux faire ce qu'on appelle du private label. Ça veut dire que tu demandes au fournisseur de vraiment créer un produit qui a ton logo, ta marque, ton packaging et tout ça. Mhm. C'est vraiment ce qu'on a fait. Du coup, on a dépensé plus. Et on a également dépensé pour les publicités. On a pris un modèle en Argentine qui nous a fait de belles vidéos pour le produit, comment l'utiliser, ainsi de suite. Et ça a également coûté un peu d'argent. Et puis, il y a pas mal de jeux, le site web, ainsi de suite. Donc, le marketing a coûté pratiquement 1 800 € et le produit en lui-même a pris près de 5 000, un peu plus de 5 000 €, oui. Et toutes les informations que vous avez reçues là, vous les avez prises sur YouTube. Oui, on les a pris sur YouTube, hein. Il y a d'excellents youtubeurs aux États-Unis principalement qui parlaient de différentes choses et qui nous ont permis de. Et puis il faut dire, à ce moment, on était vraiment très, très, très. Il y avait une belle hargne de réussir, tu vois. Donc, on passait Mhm. des nuits à regarder les vidéos sur YouTube, les week-ends à regarder des différents tutoriels, à voir des différentes stratégies. Mais on a perdu pas mal de temps parce que des fois, tu as des stratégies qui se contradisent un tout petit peu. Ce YouTuber dit fait ceci, l'autre YouTuber dit fait cela. Après, tu es en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, il fallait également, des fois, on envoyait des emails à différents influenceurs pour dire, écoute, voilà où on en est, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui répondaient, il y en a qui ne répondaient pas. Donc, c'était vraiment un peu le Wild Wild West. Mais là, on y est arrivé. Mais après, Mhm. forcément, si c'est à refaire, définitivement, je prendrai une formation. Parce que la raison pour laquelle le business, bien qu'on investit énormément en termes de temps et de ressources, a échoué, c'est parce qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrisait pas et qu'on s'est rendu compte juste par la suite. On pensait avoir vraiment tout de YouTube Université, alors qu'en fait, il y avait des éléments qu'on n'a pas pris en compte et qui nous sont après, ouais, qui nous ont peut-être Gagé. empêché de faire que le truc soit viable, ouais. Et vous avez fait ce business pendant combien de temps? À peu près 8 mois, 1 an, on a fait ce business parce qu'on a eu pas mal de problèmes à commercialiser le produit après une fois que ça a été créé. Et ça a vraiment été le plus gros bug qu'on a eu. Ce côté de commercialisation du produit, exportation déjà du produit de la Chine à Amazon. On a eu tellement de soucis en termes de logistique qu'on n'est pas prévu. On ne savait pas vraiment comment naviguer la chose. On est en mode, voilà, on a ce challenge, qu'est-ce qu'on fait? Personne à qui se tourner, personne avec qui avoir des réponses concrètes parce qu'on n'est pas de mentor, pas de coach, personne. Et du coup, ouais, Hmm. ça a été ça le plus gros souci. Est-ce que vous faites encore le business Amazon ou vous On avez a complètement arrêté?
On a relancé, ma sœur a relancé de façon plus active en milieu de cette année. Donc, elle a relancé avec une boutique Amazon, ouais. Et toi, pas? Tu as décidé de ne pas te relancer sur Amazon? Non, pas pour le moment, pas vraiment, parce que j'ai l'agence de marketing qui me prend beaucoup de temps et OK. j'ai également l'académie des freelance élites que j'ai lancée l'année passée, dans laquelle j'accompagne des personnes également qui me prend assez de temps. Et donc, oui, c'est la raison pour laquelle je me suis pas, j'ai pas encore pour moi, le plus important, c'est vraiment la capacité de temps pour vraiment aller all in dans un business. Et elle a plus de temps que moi à ce niveau-là, du coup, c'est Mmh. elle qui s'est Et du remise coup, dessus. vous avez, essayé Amazon, ça n'a pas marché, vous avez arrêté et Ouais. après qu'est-ce qui s'est passé? Après, le marketing d'affiliation, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le marketing d'affiliation Mmh. pendant quelques Affiliate marketing. affiliate marketing OK. pendant quelques mois. Et puis après le marketing d'affiliation que j'ai fait un peu de marketing de réseau également, genre les produits que tu recommandes et ainsi de suite, pour avoir une commission derrière. Euh, j'ai eu un blog pendant quelques temps aussi. Et après, je me suis rendu compte et au cours de tout ça, je me suis rendu compte en fait que l'une des choses que j'avais acquises, il y a pas mal de compétences en fait que j'ai acquises au cours du temps, genre copywriting, publicité en ligne, ainsi de suite, et c'est comme ça qu'après je me suis rendu compte en 2000, donc littéralement de 2018 en fin 2019, c'est vraiment Amazon qui a pris un an pratiquement, marketing d'affiliation, marketing de réseau, le blog. J'ai lancé une chaîne YouTube à ce moment-là, mais après, je n'étais pas consistante. Donc, ça fera pratiquement 2 ans à naviguer un peu comme ça, vu que j'avais mon revenu salarial à côté, j'étais en mode, OK, bon. Et puis, c'est vraiment fin 2019 que je deviens sérieuse. Je me dis, OK, bon, qu'est-ce que je fais concrètement si je veux que ce truc marche pour moi? À ce moment-là que je vais dans le domaine du freelance et que je commence à comprendre comment ça marche et il y a le déclic qui se produit. Et comment tu découvres le freelance? C'est ça, en Alors, fait. le freelance, vraiment, je découvre le freelance totalement par hasard parce que je ne savais même pas que c'était pendant très longtemps. Je pense que c'est un mentor qui me parle de ça. Ouais, c'est un mentor qui me parle de freelance parce que je navigue un peu comme ça, avec ces différents que ce soit le marketing d'affiliation, le marketing de réseau, le blog, tout ça, je génère des revenus ci et là, tu vois, un 200 € par-ci, un 500 € par-là, un 1000 € ici, mais c'est vraiment pas constant. C'est pas vraiment un truc que tu peux dire, OK, je vais remplacer mon revenu salarial avec ce business parce que c'est vraiment très, très inconsistant. Et du coup, à ce moment-là, j'avais un mentor que j'avais dans le domaine du copywriting qui me dit, écoute, Jolie, voilà toutes ces compétences que tu as acquises au cours des dernières années. Est-ce que tu as considéré les offrir comme un expert en ligne? Je lui dis, mais comment ça, offrir comme un expert? Je pense qu'il faut que je lance un business. Il me dit, non, tu peux, au lieu de vouloir lancer un business right off the bat, tu peux offrir les compétences que tu as déjà à des personnes qui sont prêtes à te payer pour. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui payent vraiment pour ces compétences aussi? Parce que moi, je pensais en fait que chaque entrepreneur qui se lançait les avait déjà ou les Mmh. apprenait. Et si je me dis, non, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont besoin des compétences que tu as acquises, que ce soit le copywriting, que ce soit la publicité en ligne, que tu peux offrir. Tu peux offrir ces compétences. Je me dis, ah d'accord. Et c'est comme ça en fait que j'ai le déclic. Je me dis, ah voyons voir si je peux vraiment y arriver. Et je crée un compte sur Fiverr, sur Upwork, et voilà, je commence à recevoir des messages, personnes qui sont intéressées à travailler avec moi. Je me dis, waouh, c'est intéressant. Et donc, c'est vraiment comme ça c'est vraiment de là que ça part. Et du coup, tu commences à proposer quel genre de service? Sur J'ai commencé, Fiverr, sur Upwork? ouais, j'ai commencé comme copywriter parce que c'est vraiment l'expertise que j'avais Mmh. à laquelle je me sentais le plus confiante. Et puis après, mes clients en copywriting m'ont dit, on a besoin également de services de publicité en ligne, est-ce que tu peux nous aider? Et puis c'est parti de là en fait. Et tu t'es directement, lancé sur, le service des publicités et copywriting. Est-ce que tu te rappelles de ton premier chèque copywriting? Absolument, mon premier chèque de copywriting, c'était un projet de 750 € pour créer une page de vente. Ouais. Mmh. Ah, c'est intéressant. Premier Peu de projet chèque, peu de chèque. 750 €. Vraiment 750 € pour créer une page de vente, ouais. Et j'étais en mode waouh, intéressant. Ça veut dire que... Et puis j'ai commencé à voir le potentiel du truc. Je me suis dit, et puis j'ai commencé à prendre des formations de personnes qui disaient, ah, que tu peux facturer tel montant. Parce que pendant très longtemps, j'avais le syndrome. Je me disais, écoute, vu que ces compétences, je les ai acquises, est-ce que je peux vraiment demander des prix élevés pour les Ouais. vendre derrière, tu vois? Et donc, à travers différents mentors, j'ai compris que non, je pouvais facturer des prix beaucoup plus élevés et je peux Mmh. vraiment packager mon expertise d'une façon plus intéressante pour demander un prix plus important derrière. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai travaillé sur mon positionnement en ligne, j'ai travaillé sur mes compétences, j'ai travaillé sur mon closing. C'est très important de pouvoir closer. Et c'est ce qui va permis progressivement d'augmenter les prix. Mais comment se fait-il que tu dois close? Ah, OK. Est-ce que tu peux d'abord expliquer ce que c'est le closing? Oui, bien, le closing, c'est la vente en fait. C'est la vente
c'est la vente d'un service que tu vends, mais tu closes en fait, ou tu vends le service en question à travers un appel vidéo très souvent. Parce que Mmh. si quelqu'un a par exemple investi 3 000, 5 000 € pour travailler avec toi, ou même 1 000 € pour travailler avec toi tous les mois, il a besoin de savoir que tu es quelqu'un sur qui il peut compter et que Mmh. tu es quelqu'un voilà, qui sera prêt à travailler vraiment avec lui sur le long terme. Vu qu'on travaille en ligne, on ne sait pas qui se fier. Donc, très souvent, tu as besoin d'avoir un appel avec ces personnes, ce qu'on appelle un appel de découverte avec ces personnes sur Zoom et durant lesquels toi, le freelance, tu parles avec le client potentiel pour dire, écoute, voilà mon expertise, voilà le Mmh. besoin que tu as, je peux t'aider à les combler en faisant X, Y, Z, et voilà combien je facture tous les mois pour t'aider à y arriver. Et donc, quand je parle de closing, c'est vraiment parce que quand tu commences très souvent comme freelance, tu n'as pas forcément la confiance en toi pour demander un prix élevé à tes clients. Donc, tu vas commencer avec 750 €, 1 000 €, mais au fur et à mesure que tes compétences ton expertise augmente, tes compétences de closing également augmentent, tu peux augmenter tes prix progressivement. Et donc, c'est ce qui Mmh. mmh Ça, c'est très intéressant. Alors, pour être freelancer, est-ce qu'il faut créer une entreprise pour ça? Non, pendant très longtemps, j'avais le statut d'auto-entrepreneur vu que je suis en Allemagne. Je travaillais Mmh. comme entrepreneur et après par la suite parce que l'idée pour moi, c'est vraiment quand je me suis lancée dans le métier que je me concentre vraiment, après tous les échecs que j'ai eus, je me suis dit: «Je me concentre vraiment sur comment est-ce que j'acquiers des clients pour mon business de façon récurrente» et une fois que j'ai ce revenu-là qui arrive, là, je pourrais penser à tout ce qui est le côté légal et ainsi de suite et Mmh. donc pendant très longtemps, j'ai travaillé comme auto-entrepreneur, et j'ai pas vraiment d'entreprise. J'ai uniquement créé l'entreprise en 2021, bien que je Mmh. travaille comme freelance depuis 2020 en fait, tu vois? Mmh. Pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment sur quoi se lancer, il est indécis, il se cherche par exemple, il vient te voir, il te dit: «Moi je vais être freelancer. Ouais. Je commence où? Je commence à faire quoi? Quels sont les papiers qu'il faut avoir?» Heu, voilà, je Mmh. commence par où en tant que si je veux devenir freelancer comme toi? OK, excellente question. Si tu veux devenir freelance, la chose par laquelle tu vas commencer, c'est déjà avoir une compétence en demande. Parce qu'en tant que freelance, en fait, tu vends une expertise. Cette expertise-là, en fait, tu vas la vendre, tu pourras et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, te dire: «OK, je suis freelance», tu vas demander: «Quelle est la compétence que tu vas offrir?» Il va te dire: «OK, j'offre des compétences de SEO, social media management, copywriter, publicité en ligne». Il fait un peu de tout et finalement, il ne fait pas grand-chose. Et donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment commencer par avoir une compétence en demande. Une fois que tu as la compétence en demande, c'est vraiment te demander: «D'accord, maintenant que j'ai la compétence en demande, comment est-ce que je la vends?» Parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont il y a 2 erreurs que très souvent qu'on commet. Premièrement, on veut tout apprendre. On prend 1 heure de cette compétence, 2 heures de l'autre, 3 heures de celle-là. On se dit: «OK, parce que j'ai 1000 et une compétences, je pourrais avoir des clients plus facilement». Ce qui est le contraire. Les clients veulent travailler avec un expert, quelqu'un qui a vraiment une expertise assise dans un domaine. Quand il sait que le client, en fait, sera même te payer plus cher s'il sait que cette personne a vraiment la solution pour mon problème dans mon industrie. Ce n'est pas quelqu'un qui fait 1000 et une choses. C'est un peu comme quand tu vas chez un médecin, si tu as un problème important, tu vas chez un spécialiste, tu vas pas chez le médecin de famille. Si tu as un problème de dents ou d'yeux, par exemple, c'est pareil, c'est avec le business de freelance, tu as besoin d'avoir une compétence euh, assise dans un domaine, en fait, et te positionner comme tel, première chose. Et une fois que c'est le cas, c'est de dire comment est-ce que je vends mon expertise en ligne parce qu'il y a des personnes qui ont des compétences, qui sont très brillantes dans ce qu'elles font, mais qui n'ont pas forcément des revenus qu'elles génèrent parce qu'elles n'ont tout simplement pas cette fluidité-là. Elles ne savent pas comment trouver des clients en ligne. Elles sont stuck dans leur OK, je suis le meilleur dans telle chose, mais j'ai pas de clients. Voilà, j'ai peur d'aller en ligne, ainsi de suite. J'ai peur qu'on ne me paye pas à la fin du mois. Il y a pas mal de peur en fait que les gens ont lorsqu'il s'agit de travailler en ligne. Donc, une fois qu'on a la compétence, il faut trouver des clients en ligne. Et donc, c'est un peu ça. C'est vraiment les deux. Une fois que tu as trouvé les clients, te positionner pour trouver le client, il faut te demander, d'accord, maintenant que j'ai ces clients avec qui je travaille, ou j'ai ces clients qui sont intéressés par mon expertise, comment est-ce que je vends? Parce que l'art de vendre, c'est vraiment une expertise, c'est vraiment une compétence en elle-même. Beaucoup de personnes Mmh. elles ont un service magnifique, elles ont une personne intéressée à acheter le service, mais elles vont vendre à un prix dérisoire. La compétence peut-être vaut 5 000 €, vaut 3 000 €, elle va la vendre à 300 €, à 30 € parce qu'elle ne réalise pas vraiment ce qu'elle a. Et du coup, même des fois, le client a la capacité à se dire, OK, si cette personne facture uniquement 300 € pour un service que je pense normalement que je devrais payer 2 000 €, 3 000 €, ça veut Mmh. dire que soit il ou elle ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de faire, ou il y a le Ouais, client ils sont beaucoup plus réticents. Plus le produit est cher, plus on donne de la valeur à ce produit-là. voilà, et donc la capacité à savoir vendre, communiquer la valeur qu'on a et vraiment, se positionner comme un expert est très important car ça permettra vraiment de travailler avec moins de clients et d'avoir des marges plus importantes qu'on a derrière. Parce que le Mmh. but, ce n'est pas d'avoir 1000 clients ou 100 clients pour avoir un revenu
important, c'est d'avoir, OK, j'ai 5 clients, j'ai 3 clients, mais j'ai un revenu assez important pour, voilà, travailler 30 heures, 20 heures par semaine, tu vois, c'est vraiment ça le but. Et donc, une fois qu'on a Mmh. appris à vendre, on veut maintenant apprendre à délivrer le service. Ça veut dire, OK, j'ai la compétence, j'ai appris comment, je me suis positionné, j'ai eu des clients. Maintenant, comment est-ce que je délivre le service de façon à ce que le client est satisfait? Parce que forcément, si tu vends une expertise, tu les aides à résoudre un problème précis, il faut que tu sois même de les satisfaire. Il faut que tu sois même Mmh. d'avoir ces revues positives-là, d'avoir des clients qui restent avec toi sur le long terme. Parce que lorsque tu es freelance, en fait, tu vends ton service à quelqu'un qui va l'acheter, mais tous les mois. Donc, je conseille de vendre, tu dis, OK, voilà le service que je vais vous apporter tous les mois, voilà combien je facturerai. Le Donc, service est récurrent? c'est C'est pas récurrent. OK. C'est récurrent, c'est pas tu n'es pas toujours en train de courir derrière de nouveaux clients, non. Tu as des clients et puis c'est tous les mois, voilà. Et donc, c'est un peu ça, donc délivrer, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les 4 piliers, je dirais, d'un business de freelance qui réussit sur le long terme. Mmh. OK, merci. Alors, en ce qui concerne le copywriting, hein, parce qu'il y a on le sait tous, hein, artificial intelligence, c'est quoi? AI, c'est l'intelligence artificielle, voilà. Il y a l'intelligence artificielle, il y a ChatGPT actuellement. Voilà, Est-ce qu'on a vraiment encore besoin des copywriters? Qu'est-ce que tu absolument. en penses de ce sujet? OK. Ouais, je pense qu'on a toujours besoin des copywriters, on en aura toujours besoin. Parce que c'est un peu comme avec Canva, par exemple. Avec Canva, tu as pas mal, tu as 1 million de modèles de graphiques que tu peux créer, mais Mmh. on a toujours besoin de graphic designer, en fait. Parce que tu vois les modèles, c'est vrai que je peux le faire rapidement, mais ça te prend quand même du temps de le faire. Tu as besoin de quelqu'un qui va Mmh. être là pour t'aider à y arriver. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que la demande de copywriter performant est important. Il ne suffit plus d'être un copywriter médiocre pour réussir. Il faut vraiment Mmh. utiliser les AI pour maximiser son travail en fait en copywriter. Donc l'AI définitivement va pas mettre en danger tout le monde en danger à travers l'AI. Il n'y a pas seulement les copywriters, je veux dire, chaque industrie, même les avocats, les médecins, on a aujourd'hui des opérations chirurgicales qui sont faites avec des robots. Donc toutes les industries en fait sont menacées. Et donc ceux qui vont vraiment réussir euh, à travers cette ère de l'intelligence artificielle qui est en plein poupe, c'est vraiment ceux-là qui sont experts dans le domaine, qui savent comment utiliser les outils de l'AI pour être meilleurs dans ce qu'ils font et ne pas en avoir peur ou ne pas tourner la face, non. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des pages de vente que tu crées qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus optimisées plus rapidement grâce à l'AI. Mais il n'y a pas d'entrepreneur qui va dire, OK, bon, pour le moment, les entreprises vont remplacer les copywriters qui sont médiocres avec l'AI. Mais si un copywriter est vraiment performant, tu ne peux pas le remplacer avec l'AI parce qu'il y a juste ce feeling-là d'humain que tu as besoin, de storytelling que tu as besoin quand tu écris un message pour vendre, en fait. Ouais, et comment vendre, son produit, à sa juste valeur? Comment décider du prix, du, on va dire du produit? Ouais, excellente question. Alors, le prix de ton service, en fait, Mmh. heu, au départ, vu que tu n'as pas de si tu commences absolument de zéro et tu ne sais pas du tout comment facturer ton service, je conseille d'aller vraiment avec, ça dépend déjà du service que tu es en train d'offrir. Il faut Ouais, te demander normalement, on parle de service et non de produit, c'est vrai. Ouais. il faut te demander Vas-y. quel est le service que j'offre et quelle est la valeur que ce service a pour mon client. Et c'est pour ça qu'on parle ici de compétences en demande, parce que toutes les compétences, en fait, ne se valent pas. Toutes les expertises ne se valent pas. Quelqu'un là, par exemple, qui sait comment aider une entreprise à générer un flux de 40 60 000 euros en l'espace d'un mois, a une compétence plus importante que celui qui par exemple, va aider des entreprises à faire des graphiques pour leur blog post soit écrit. Je veux dire, ça dépend vraiment je pense qu'il faut se demander quelle est la plus-valeur que mon Mmh. expertise apporte à l'entreprise. Si Mmh. l'expertise apporte à l'entreprise un plus de 10 000 euros tous les mois, alors je facture au moins 10% de ce que je vais, 10 à 15% de ce que je vais leur apporter comme plus derrière. C'est comme ça que je facture en fait le service. Si je Mmh. n'ai pas d'idée, parce que des fois quand on commence, par exemple, si par exemple tu es un copywriter, tu dis, OK, je suis copywriter, mais je ne sais pas exactement quelle est Mmh. la valeur ajoutée que mon service va leur apporter dans un début. Alors tu peux commencer avec un taux forfaitaire, tu dis, OK, bon, je vais commencer à un prix qui me fait sourire, peut-être ça peut être un 500 euros, 1 000 euros pour un projet. Après, de là, on va commencer à avoir un truc sur le long terme. Aux membres de l'académie, je conseille de commencer à pas moins de 1 000 euros, dans tous les cas, indépendamment de l'embauche dans le monde, à pas moins de 1 000 euros. Et Et puis, quel que soit le service? Ou, il y a des services ah, ciblés? oui, dans l'académie des freelance elite, on parle principalement des services en demande. On parle, les académiciens apprennent des services tels que le social media management, le copywriting et la publicité en ligne. Ce sont les 3 services principaux. Et l'assistance virtuelle également. Ce sont les 3 services
4 sur lesquels on se focalise vraiment. Et la raison pour laquelle on parle uniquement de ces services-là, parce que je veux qu'ils apprennent les services, des compétences en demande et pas autre chose, pas une tonne de services qui ne sont pas forcément qui ne vont pas être bien valorisés en fait sur le marché. Et donc pour ces services-là spécifiquement, je les conseille de créer des packages en fait, des formules en fait qui feront que positionner leurs compétences à 1 000 euros quand ils se lancent n'est pas choquant pour le client avec qui ils vont travailler en fait. Parce qu'ils sont Lorsque, lorsque tu dis 1000 euros, tu dis c'est 1000 euros par projet ou c'est 1000 euros par mois? Comment vous facturez ça? ah oui, ça c'est 1 000 euros par mois. Ouais. Par mois. C'est 1 000 euros par mois pour un groupe de projets en fait. Je dis ok, bon, 1 000 euros sera pour ce groupe de projets que je vais faire. Par exemple, je vais te créer des graphiques, d'être disons 15 graphiques par mois et c'est en ligne également. Donc ce package là que je t'offre sera 1 000 euros. Peut-être je vais être assistant virtuel chez toi, plus également créer des graphiques design pour toi. Donc il y a différentes formules qu'on crée en fonction des besoins des clients qui justifient en fait les 1 000 euros. Parce qu'ils peuvent voir en termes de... Ils ont une augmentation en productivité parce qu'il y a des choses ils ne feront plus grâce aux freelance qu'ils vont employer. C'est vraiment une augmentation en revenus qui justifie les 1 000 euros tous les mois derrière. Ah, je comprends maintenant parce que j'ai contacté certaines personnes pour une interview aussi. Et souvent, lorsque je les contactais, il y avait quelqu'un qui répondait. C'est certainement quelqu'un qui manageait leur page ou encore leur email à leur place quand c'est un revenu mensuel. C'est un peu le même système que tu décris. Exactement. Ok, je comprends. Alors, est-ce que ça paye le freelancing? Est-ce que tu recommandes vraiment aux gens de se lancer dans ça? Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Parce on est tous attirés par l'argent, c'est l'argent qui guide l'homme. Bon, c'est vrai, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit chez moi. Absolument. Alors, la raison pour laquelle je recommande fortement de se lancer dans le freelance, aujourd'hui surtout, c'est parce que c'est vraiment l'un des business que tu peux lancer sans forcément avoir à t'endetter ou à dépenser une tonne de capital initialement. Parce que moi, l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises, que je considère avoir commises en fait, quand je me suis lancée, c'est prendre toutes mes économies et les balancer dans un business sans même avoir la preuve que ce que j'étais sur le point de vendre allait marcher. Sans même avoir la preuve que je saurais comment vendre le produit derrière. La beauté lorsque tu es freelance, c'est que tu acquiers des compétences que tu vendes ces compétences ou pas comme un expert, tu vas les utiliser dans ton business pour toi-même. Si tu as un business, tu dois savoir comment écrire des mots qui vendent. Tu dois savoir comment communiquer pour attirer la clientèle. Tu dois savoir comment peut-être faire des publicités pour toi-même. Donc, les compétences, et puis c'est comme ça, en fait, parce que pour moi, en fait, les compétences que j'ai acquises comme freelance, je les ai acquises en voulant lancer des différents business. J'ai le copywriting, la publicité en ligne, c'est ce que j'ai appris pour moi d'abord au départ, parce que je voulais les utiliser dans mon propre business. Et dans la beauté, elle a deux niveaux. C'est que premièrement, tu déjà acquiers des compétences que tu utiliseras de toute façon, dans ton business ou que tu deviennes freelance derrière. Donc, c'est déjà un plus. A priori. Ensuite, pas besoin d'un capital important pour se lancer car tu as ici une compétence que tu acquiers. Tu prends la compétence que tu peux vendre derrière sur du récurrent en fait, tu vois. Et la beauté lorsqu'on est freelance également, c'est que les marges bénéficiaires sont assez importantes. Parce que quand on vend un produit physique par exemple, les marges bénéficiaires c'est 30-25% au meilleur des cas. Et les coûts qu'on doit avoir en amont sont assez importants. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille qui, même là, par exemple, comme je dis, ma sœur rentre dans Amazon, il y a pas mal de dépenses en amont qu'elle doit faire pour que le business soit viable. Alors que tu es freelance, c'est autre chose. Également, en termes de retour sur investissement, lorsque tu travailles avec des clients, justement, la beauté, c'est justement que tu est ta propre limite en fait. Si tu dis, ok, je veux avoir 5 clients à la fin du mois, c'est ton choix. Je veux avoir 10 clients à la fin du mois, c'est ton choix. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est que je travaille à un moment donné avec des clients et je me suis rendu compte que le nombre de clients augmentait, mais je travaillais toujours seul. Et je me suis dit, ok, je veux que mon revenu augmente drastiquement, je veux gagner plus, mais je me rends compte que je suis limité temporellement. Et c'est pour ça que je suis passé du stade de freelance à une agence de marketing, parce qu'avec l'agence de marketing, justement, tu as une équipe avec qui tu travailles pour t'aider à délivrer ces résultats-là aux clients. Donc, tu peux vraiment scaler ton business assez rapidement, assez facilement, si tu as la bonne base et si tu sais si tu as la bonne stratégie, en fait. Donc, est-ce qu'il y a l'argent dans le freelance? Absolument. Ça dépend vraiment de toi. Tu es ta seule limite, en fait. L'agence de marketing, c'est ce qu'on appelle le SMMA? Exactement. Social Media Marketing Agency. Tu acquiers toujours tes clients via Upwork et Fiverr? Ou est-ce qu'il y a un autre moyen d'acquisition des clients? Oui, alors là, pour le moment, mes comptes ont toujours la sur Upwork et Fiverr, mais ce qu'on utilise principalement maintenant, c'est la publicité en ligne. Donc, on fait des publicités nous-mêmes pour avoir des clients dans l'agence de marketing.
parce qu'on Mhm. en il est assez rapidement. Du coup, c'est vraiment ça nous permet d'aller plus rapidement, oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré des clients qui ne vous payent pas? Et si ça peut arriver, quand ne vous payent pas? Ça peut arriver et c'est la raison pour laquelle on structure des contrats de façon assez claire. Quand je me suis lancée initialement, ça arrivait très, très souvent parce que je ne savais pas ce que je faisais, en fait. Et Mhm. donc, ce que je fais, c'est que j'avais des clients avec qui je travaille, je lui disais: «OK, vous me payez à la fin du mois». Ce qui est une grosse erreur parce qu'à la fin du mois, le client peut te dire: «Écoute, voilà, il te sortit pas mal, il te sort un discours à 2 balles». Et donc, ce que je fais et ce que je conseille aux académiciens de faire ou aux autres personnes qui veulent se lancer comme freelance, c'est d'être payé en amont. Donc, tu es payé au début du mois avant de travailler. Donc, quand le client vient et que vous signez le contrat, il te La paye. totalité? Le Tu il te réclames la totalité? lui, il te paye pour le mois. Donc, si OK. tu 1 000 € par mois, il te paye les 1 000 € en amont avant que tu travailles pour lui. Ça permet que tu es protégé. Tu n'as pas justement de risque Mmh. euh, que tu ne vas te payer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on y Ah pallie. ouais, ça c'est très intéressant parce que, il y a certains jeunes amis, qui est aussi freelancer, mais lui, il réclame par contre 70 avant de commencer un travail. Ouais. Ça OK. revient vraiment sur la capacité que tu as de te positionner comme un expert à closer parce que Mmh. tu dois pouvoir juste convaincre le client du pourquoi il doit te payer maintenant et pas maintenant la totalité, pas forcément 70% ou 40%. Ou même, Mmh. par exemple, quand je me suis lancée au départ, vu que je n'avais pas la confiance en moi, je n'avais pas non plus les stratégies de closing, j'étais payé à la fin du mois complet, carrément, et ça faisait que très souvent, il y avait des clients qui ne payaient pas ou qui payaient en retard, il fallait les relancer encore et encore et encore. C'était vraiment assez, c'était pas très fun en fait de le faire. Et donc là, maintenant que j'ai changé les choses, on est payé en amont. Ça fait que voilà, il y a très peu de risques de ne pas être payé au final. Voilà, donc on est payé en amont. OK. Alors maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes activités, de ton entreprise, de ton agence SMMA? Mhm. SMR, je sais pas, tu vois de quoi je parle? Marketing. En termes de marketing agency, ouais. Alors l'agence Mmh. de marketing, euh, alors quand tu me parlais de l'agence de marketing, c'est En assez fait, vague. quels sont les genres de services que vous proposez? Comment faire pour pour joindre votre agence? Heu, je suppose que vous faites aussi des formations, n'est-ce pas? Vous Oui, formez aussi des gens qui veulent se lancer dans le freelancing. En fait, oui, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces services que tu offres ou que ok. vous offrez en tant qu'entreprise? Ouais. Alors, dans l'agence de marketing on travaille principalement le service premier qu'on offre, c'est la publicité en ligne. Donc, on fait de la publicité sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est Mmh. vraiment l'expertise qu'on a derrière. Et forcément, quand les clients viennent vers nous, il y en a qui ont des agences, qui ont des boutiques e-commerce, qui sont des coachs, des consultants, des experts, et qui se disent, OK, j'ai ce revenu que je génère, j'aimerais le multiplier par 2, par 3, par 4. J'ai besoin de faire des publicités en ligne. Comment est-ce que j'y arrive? Et Est-ce donc, que ça se vous garantissez le résultat à ces clients-là? alors, on Ou garantit au moins, parce qu'on est payé sur la base on est payé un montant basique, on est payé également sur la performance. OK. Donc, oui, en fonction de ce qu'ils ont déjà, parce qu'une entreprise, par exemple, qui vient vers nous, qui génère déjà 200 000 €, 300 000 € par mois son business, en fait, a plus de poids qu'une entreprise qui génère, par exemple, 10 000 €. Donc, ou 30 000 € par exemple. Dans la capacité qu'on a à scaler le business n'est pas un peu d'où l'entreprise se trouve actuellement. Si l'entreprise, par exemple, vient et qu'elle n'a jamais fait la publicité en ligne, qu'elle commence de zéro forcément, il y aura ce qu'on appelle une learning curve, une courbe d'apprentissage pour Mmh. une entreprise qui vient, qui a déjà fait la publicité par le passé, qui a déjà un business model qui est prouvé, qui a un produit qui se vend, un service qui se vend assez facilement. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait avec ces clients-là. On essaie à scaler leurs revenus avec la publicité en ligne. Et ça inclut forcément le copywriting. Dans la team, on a un copywriter, on a quelqu'un qui fait les tunnels de vente, on a un media buyer, on a quelqu'un qui va s'occuper de la stratégie email, de l'automatisation derrière. Il y a pas mal, on a une équipe de 12 personnes présentement dans l'agence de marketing, dont on a différentes compétences en in-house. Et donc, oui, donc c'est ce qu'on fait à ce niveau-là, on les aide à scaler leur revenus. La formation qu'on offre, c'est l'académie présentement qu'on a, l'académie des freelance élites. Et l'académie est vraiment lancée l'année passée pour un peu partager. Parce que quand je me suis lancée, la raison pour laquelle je crée la chaîne Business Entrepreneuriat, c'est parce que beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que tu as fait pour te licencier, comment est-ce que tu as fait pour générer des revenus en ligne, et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions qui viennent tout le temps avec des amis, des membres de la famille, et ainsi de suite, des connaissances. Et je me dis, OK, je vais créer une chaîne, comme ça, tout le monde aura des réponses. Je n'aurai plus à répondre dans les DM à chaque personne. C'est comme ça que je crée la chaîne l'année passée, le compte. Et
Et du coup, quand j'ai créé le compte, ça a encore été plus important parce qu'on est passé des amis qui me demandaient 2-3 questions à des personnes qui sont au Gabon, au Mali, au Sénégal, en France, en Belgique, qui me disent: «Écoute, j'aimerais me lancer, qu'est-ce que je fais? Aide-moi», ainsi de suite. Et donc c'est comme ça que je lance l'Académie des Freelance Elite l'année passée, qui est vraiment un programme, c'est une formation et un accompagnement. Parce que je ne pense pas que les formations uniquement, marchent si tu n'es pas accompagné derrière par celui qui a créé la formation. Parce que quand tu prends une formation, surtout dans un domaine comme celui-ci, il y a pas mal de questions que tu auras. Ce client, comment est-ce que je fais pour le convertir? J'ai surtout qui m'implique parce que comment est-ce que je fais pour réagir, ainsi de suite. Donc, dans l'académie, en fait, tu as la formation et tu as également un accompagnement derrière, où chaque semaine, on a des séances de coaching en groupe, où tu viens, on répond à tes questions, on dit, OK, voilà, les membres également posent des questions, partagent leur succès, leur challenge, ainsi de suite, on grandit ensemble. Donc, c'est vraiment l'espace à travers lequel on forme dans les compétences on demande liées au freelance pour aider des personnes qui veulent se lancer, qui veulent réussir en ligne à y arriver facilement. En ce qui concerne la formation, vous formez dans les domaines que tu viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire, tunnel de vente, social media marketing et cetera? Ou est-ce Exact. que tu formes sur vas-y? Où est-ce que tu formes sur? Vas-y, finis la question. Voilà, ou est-ce que tu formes sur les sujets que, hem, par exemple, si moi je viens avec, une demande spécifique, par exemple, moi Mhm. je veux me lancer en tant que freelancer, mais dans ce domaine spécifique, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour moi? Ok, alors si tu as un domaine spécifique dans lequel tu veux te lancer, que tu dis, ok, bon, je veux, par exemple, faire du SEO, Mmh. et je veux être accompagné par toi pour faire du SEO, l'académie va toujours t'aider parce que dans l'académie, on a la première partie où on parle d'acquérir des compétences basiques autour de chaque expertise. Après, on a la section où on parle également d'acquérir les compétences en termes de closing, en termes de Mmh. positionnement, en termes de délivrer le service avec excellence. Donc, définitivement, oui, l'académie sera également importante pour toi. Parce que la raison pour laquelle je conseille aux gens de prendre l'académie, c'est parce que si tu vas aller avec une séance de coaching, après, ça dépend vraiment de chaque personne. Tu vas aller avec une séance de coaching individuelle et dire, OK, Jolie, je veux travailler avec toi uniquement et être vraiment avec une séance, un accompagnement un à un où tu me guides vraiment par rapport à mon expertise. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir un accompagnement en groupe, ainsi de suite. Je facture 250 € de l'heure pour un appel, ainsi de suite, une séance de coaching. Et donc, à un moment donné, c'est intéressant pour pas mal de personnes de prendre l'académie. Mmh, et ça coûte combien, la formation? Alors, la formation, pour le moment, on a fait une promotion de fête de fin d'année et dans la formation à 997 €. Oui. Et comment on fait pour avoir accès à cette formation? Alors, il y a le lien, je pense que le lien, c'est Business Entrepreneuriat. Je peux t'envoyer le lien, après tu peux le mettre en description, mais c'est businessentrepreneuriat.com Mmh. slash inscription AFE pour ceux qui veulent rejoindre l'académie. Oui, c'est 997 pour paiement une fois, on a également des paiements en tranches euh, pour ceux Mmh. qui OK. Et ça dure combien, cette formation? Une période de combien de temps? Alors, la formation dure 90 jours. Après 90 jours, tu dois pouvoir, en fait, parce que l'idée, si ce n'est pas d'avoir la, l'idée, ce n'est pas d'avoir une tonne de compétences avant de trouver des clients. Mmh. Dès la deuxième semaine, une fois que tu as acquis les compétences de base, on parle déjà comment acquérir des clients en ligne. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu es freelance, en fait, tu deviens meilleur quand tu travailles avec des clients. Tu ne Mmh. deviens pas meilleur en apprenant une tonne de compétences en ligne. Donc, deuxième, troisième semaine, on parle déjà comment se positionner en ligne et comment acquérir des clients. Et l'accompagnement, en fait, après 90 jours, normalement, tu dois avoir un client que tu as Mmh. acquis après la formation. Mais l'accompagnement va sur 6 mois, 1 an. Il y en a qui sont dans l'accompagnement depuis l'année passée. On a des séances de coaching chaque fois. Et les 997, c'est lifetime access à la formation, accès illimité, en fait. Mais après Mmh. 90 jours, tu dois avoir ton premier client que tu as acquis. OK, et tu as déjà, des, on va dire des étudiants qui ont pu, ouais, démissionner de leur travail et se lancer, à temps plein dans le freelancing? Il y a 2 personnes qui ont démissionné qui sont dans ça temps plein. Oui, 2 personnes. Beaucoup de personnes qui arrivent sont en mode, OK, il y en a qui n'ont pas du tout de revenus. Il y a une Fofana qui est entrée l'année passée en Côte d'Ivoire. Elle n'avait pas de revenus qu'elle générait. Elle disait que je suis femme au foyer, je veux avoir des revenus que je génère et tout. Et elle a réussi justement à avoir des revenus qu'elle génère de façon récurrente à travers son business en ligne de freelance. Beaucoup de personnes qui arrivent également disent, OK, je veux juste un supplément de revenus. J'aime mon boulot, j'aime ce que je fais. Je veux juste à la fin du mois avoir un extra 2 000 € que je génère, soit 1 500 € que je génère, sans forcément avoir à aller prendre un deuxième job dans le froid et ainsi de suite, ou être dans les transports, dans les bouchons. Donc, tout le monde n'a pas forcément envie de se licencier. C'est ce que j'ai quand parce que
ben, quand les gens arrivent, on a un appel et je demande c'est quoi la vision. Il y en a qui me disent, écoute, j'adore ce que je fais, honnêtement. Mon travail me donne pas mal de passion. Je suis très épanouie au boulot, mais le salaire, un peu à la fin du mois, c'est compliqué. On va acheter une maison, on va investir dans ce projet. On a besoin de plus de revenus dans le couple. J'aimerais générer des revenus complémentaires à la maison. Donc, et bon, ceux-là, forcément, ont le revenu qui génère, ils sont pas forcément licenciés, tu vois. Donc, c'était pas ça la vision initialement. Donc, on peut se lancer, on peut devenir freelancer depuis l'Afrique. Absolument, absolument. En plus, c'est une France depuis l'Afrique, oui. Il y a pas de Pas de la problème. beauté, c'est justement que tu n'as pas de limite, en fait. Il y a pas de limite en termes d'espace géographique, vu que tu as le net, à travers le net. Là, on a changé dans la même ville, mais ça ne change rien. Si j'étais, par exemple, au Mali, toi, tu étais aux États-Unis, on serait quand même en train de parler ce soir en ligne, tu vois. Donc, Mhm. tu as la compétence et que tu sais comment la vendre, comment te positionner surtout, tu n'as pas de limite, en fait. Super, super. Alors, un mot pour conclure, Jolie. Un mot pour conclure, je dirais, investir sur toi, indépendamment de si que tu veux devenir freelance ou que tu veux faire quoi que ce soit d'autre, choisis un business qui te parle, un business qui est en accord avec la vision que tu as de ce que tu veux vraiment créer, parce que beaucoup d'entrepreneurs très souvent le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire qu'ils vont commencer ceci, après 3 mois, ils vont faire cela, après 3 mois, ils vont faire autre chose et ils finissent à passer des années comme ça, tournant en rond, à ne vraiment rien accomplir. Donc, commence par à être clair, commence par avoir une clarté sur ce que tu veux vraiment créer. Dis-toi, OK, je me donne 1 an pour vraiment aller all-in dans ce business, essayer de m'informer, investir sur moi, tester, échouer, retester, voilà, et donne vraiment tout. Parce que souvent, tu es très proche du succès, déjà, bon, parce que tu as l'impression que tu en es très loin, en fait, tu es très, 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 très proche. Donc, investis sur toi, va all-in, sois focus dans ce que tu veux créer, donne-toi 6 mois, 1 an idéalement, dans un business, une expertise, sois accompagné, pose des questions, lis des livres, informe-toi, parce que je pense qu'aujourd'hui, bien que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde doit avoir une seconde source de revenus. Je trouve que c'est irresponsable en fait à l'ère à laquelle on vit d'avoir une source de revenus parce qu'on ne sait pas ce qui se passe demain. Si on a une famille qu'on a à nourrir, on a des parents qui dépendent de nous, ainsi de suite, et qu'on a une source de revenus, si la source de revenus en question s'effondre, le château en fait également s'effondre. Donc, on peut tous avoir des sources de revenus qu'on crée en ligne, surtout à l'heure à laquelle on vit actuellement, indépendamment du business qu'on décide de lancer. Forcément, je suis un peu biaisée parce que j'ai fait le freelance après avoir testé une douzaine de business, c'est ce qui m'a permis d'avoir du résultat. Donc, forcément, c'est celui que je prêche. Mais que ce soit celui-ci ou autre chose, investis sur toi pour avoir des sources de revenus secondaires en 2024 ou indépendamment quand tu vois la vidéo, c'est très, 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 très important à l'ère à laquelle on vit. Jolie, merci d'être passé. C'est un plaisir, juste merci de m'avoir invité. Au revoir.